Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, il faut qu'on fasse un récapitulatif de tout ce que j'ai lu en juin et en juillet. Accrochez-vous, il y a pas mal de lectures, je crois même qu'il y en a 13 au programme. Avec les vacances de cet été, j'ai manqué de temps et je n'ai pas pu m'occuper de mon bullet journal lecture, donc vous allez retrouver mes lectures de juillet et de juin dans la même vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la barre d'infos sous la vidéo la liste des fournitures papeterie que j'ai utilisées, ainsi que mon code pour avoir 12% de réduction sur le site de Stationery Pal. Vous le voyez à l'écran, ma première lecture pour le mois de juin, ça a été La Cité diaphane d'Anouk Faure et publié aux éditions Argile. C'est un one-shot de fantasy, donc un tome unique, et c'est même de la dark fantasy très gothique, voire macabre. On y suit un archiviste qui a été missionné par son royaume pour se rendre à Roche-Étoile, une cité qui a été maudite il y a 7 ans de ça. Depuis le jour de cette malédiction, Roche-Étoile a été complètement vidée de ses habitants, sauf que notre archiviste, quand il arrive, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul. Notre lecture est découpée en 2 parties. Dans la première, on va très rapidement se rendre compte des impacts de la malédiction sur la ville de Roche-Étoile. On va découvrir ces fameux personnages qui sont restés en ville et pourquoi ils sont là. Et pour la deuxième partie, je ne peux évidemment rien vous dire puisque ça vous spoilerait le roman. Je peux juste vous dire qu'il y a un gros plot twist vers la fin de la première partie que je n'ai absolument pas vu venir et qui m'a complètement époustouflée. J'ai lu La Cité diaphane parce que ce roman faisait partie de la sélection pour le prix Babelio 2023 dans la catégorie imaginaire. Mais il était aussi dans ma pile à lire depuis sa sortie. J'ai tout simplement adoré, que ce soit pour l'ambiance, la construction de l'univers, la construction des personnages, ça a été un voyage incroyable. Si vous aimez la dark fantasy, que vous recherchez une ambiance oppressante, angoissante, et que vous n'êtes pas contre les narrateurs non fiables, je vous conseille vivement de lire La Cité diaphane. C'est aussi une lecture parfaite pour le Cocorico Challenge puisqu'Anouk Faure est française. Parfaite aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge pour un Halloween angoissant. Après ça, j'ai lu Pachinko de Min Jin Lee et publié aux éditions Charleston. C'était un livre qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps, je dirais environ 1 an. Mais je l'ai surtout lu puisque c'était le choix du book club pour le mois de juin et de juillet. Entre les examens, les vacances et la taille de ce pavé, on a décidé d'étaler plutôt sur ce book club sur 2 mois. J'étais super contente de pouvoir enfin le sortir de ma pile à lire. D'autant plus que ça semblait très prometteur puisqu'on part sur un roman historique qui s'étale dans le temps sur 60-70 ans je crois. On démarre donc notre lecture dans les années 30 pendant la guerre qui opposait le Japon et la Corée, à l'époque où la Corée était un seul pays. On y suit la jeune Sunja qui tombe enceinte hors mariage puisque le père de l'enfant est un homme qui est déjà marié. Afin de pouvoir garder l'enfant et d'épargner sa famille de la honte, elle se marie précipitamment avec un pasteur et elle émigre au Japon. J'en ressors assez mitigée parce que j'ai adoré la dimension historique du roman, notamment sur la première partie. Mais malgré les plus de 600 pages du roman, on restait très en surface des thèmes abordés. J'étais très détachée des événements pourtant importants qui se déroulaient et j'ai l'impression que les personnages eux aussi. J'ai aussi lu 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson et publié aux éditions Le Livre de Poche. On l'a vu passer partout en début d'année puisque c'est le premier des 4 projets secrets de l'auteur. Du coup, moi qui n'ai jamais lu de Brandon Sanderson, je voulais tenter l'expérience. Et en plus de ça, il faisait aussi partie de la sélection pour le prix Babelio 2023 dans la catégorie imaginaire. C'était donc le moment idéal pour moi de le lire. Dans ce premier projet secret, on va suivre évidemment une jeune femme qui s'appelle Tress. Elle vit sur une île pas très accueillante, mais pas trop mal non plus, au milieu d'une mer qui n'est pas vraiment une mer. Oui, puisque cette mer n'est pas composée d'eau, mais de spores, et ces spores peuvent s'avérer mortelles si elles sont en contact avec un liquide comme de l'eau, de la salive ou de la transpiration. Il est donc très dangereux de s'aventurer en mer et de quitter l'île, mais c'est pourtant ce que Tress va faire. C'est un roman qui pour moi casse un peu les codes, et je sais toujours pas si ça m'a plu ou non. Déjà, c'est un conte pour adultes, et je pense que ça m'a pas mal déboussolée parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus mature. Mais aussi, le ton et la narration qui ont été employés sont pas communes, puisque notre narrateur s'avère être un personnage secondaire qui est victime d'une malédiction, mais aussi et surtout parce qu'il casse le 4e mur, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement au lecteur et il emploie un ton assez humoristique. Au début, ça m'a beaucoup plu, mais j'ai trouvé ça lourd à force.
Ceci dit, j'ai beaucoup aimé la construction du monde, le système de magie et surtout le système de malédiction. Puis j'ai enchaîné avec une lecture qui n'a rien à voir puisque j'ai lu Les femmes du bout du monde de Melissa d'Agosta et publié aux éditions Albin Michel. De nouveau un roman qui était dans ma pile à lire. Et je l'ai sorti plus tôt que prévu puisqu'il a gagné le prix Babelio 2023 dans la catégorie littérature française. Et comme d'habitude avec cette autrice, j'ai dévoré son roman, je l'ai lu en 2 jours. Direction le bout du monde, la Nouvelle-Zélande et plus précisément les Catlins qui se trouvent dans le sud de l'île du Sud. C'est le point de rencontre de nos 3 personnages principaux. On y découvre Autumn et Millie qui sont des néo-zélandaises et qui tiennent un camping dans les Catlins. Puis Flore, une jeune trentenaire française qui débarque en Nouvelle-Zélande un peu les mains dans les poches. Et on va vite se rendre compte que chacune d'entre elles traîne des casseroles émotionnelles assez conséquentes. C'est le 3e roman de Melissa d'Acosta que je lis et c'est le 3e roman qui a pour thème principal la reconstruction de soi et la résilience. C'est toujours traité de façon très douce et l'autrice arrive toujours à m'émouvoir aux larmes. Même si globalement j'ai moins aimé Les femmes du bout du monde que ces 2 romans précédents que j'avais déjà lus, j'ai malgré tout beaucoup apprécié ma lecture. J'avoue que j'ai surtout adoré le contexte de cette lecture puisque, je viens de vous le dire, ça se passe en Nouvelle-Zélande et personnellement ça résonne beaucoup avec ma propre histoire parce que j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande et que j'en suis ressortie assez transformée. Un petit point qui me chiffonne cependant, c'est l'évolution d'une relation entre 2 personnages et surtout l'évolution de leur orientation sexuelle, puisqu'on ne se pose absolument pas de questions, et moi ça me fait très bizarre des gens qui ne se posent pas de questions. Après cette lecture, j'ai encore changé de genre, puisque j'ai lu La maison de poupée de M.J. Hardledge, publié aux Escales Noires et chez 10-18. C'est le 3e tome de la série Helen Grace qui en compte maintenant 12. Et comme d'habitude, ces tomes peuvent se lire indépendamment des uns des autres, mais il vaut mieux respecter l'ordre chronologique pour comprendre un petit peu l'histoire d'Helen Grace. Dans ce tome-là, on découvre des corps de jeunes femmes enterrées sur la plage et apparemment elles sont là depuis plusieurs années. Mais Helen Grace est confrontée à un problème de taille. Les familles de ces jeunes femmes n'ont jamais reporté leur disparition puisqu'elles n'ont tout simplement jamais disparu. Même s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années, les familles étaient toujours en contact avec les victimes via les réseaux sociaux. Comme d'habitude avec cet auteur, les situations criminelles, le postulat de base, m'intéressent au plus haut point. Et malheureusement, comme d'habitude avec la série Helen Grace, j'en ressors mitigée. D'ailleurs, je pense que je vais carrément suspendre, voire arrêter ma lecture de cette série. C'est le 3e tome, donc c'est la 3e fois que je le dis. On suit beaucoup plus Helen Grace et sa vie privée que l'enquête en elle-même. Donc, si vous êtes comme moi et que vous lisez cette série par rapport au schéma criminel, eh bien, sachez que dans ce tome-là, il n'y a pas vraiment de résolution. Enfin, il y en a une, oui, mais elle est un petit peu décevante. Et d'ailleurs, tout ce qui est le plus haletant, eh bien, je vous en ai déjà parlé. Et si vous lisez la série parce que vous adorez Helen Grace, personnellement je la déteste, mais chacun ses goûts, eh bien vous pouvez lire ce tome, il se passe beaucoup de choses dans sa vie. Du coup, je déborde et j'ai un petit peu moins de temps pour vous parler d'Une France sans eau, un texte de non-fiction écrit par Vincent Lucchese et publié aux éditions Alizio. J'ai reçu ce livre dans le cadre d'une masse critique en partenariat avec Babelio donc. En échange de la réception, je m'engage à lire le texte et à écrire une critique sur le site de Babelio. Vous l'aurez compris, c'est une enquête sur les raisons de la disparition de l'eau, mais aussi ses conséquences. C'était une lecture hyper intéressante, mais vraiment pas assez vulgarisée pour moi. On aborde évidemment beaucoup de sujets qui sont transversaux, comme l'agriculture, la biologie, la géologie, les sciences politiques, les sciences humaines, il y a énormément de choses. Et malgré mon intérêt pour le sujet, j'ai eu énormément de mal à me sentir investie, d'autant plus que l'auteur emploie un ton très cynique et ça m'a fait pas mal décrocher. Je me suis ensuite attaquée à un roman dont je n'avais jamais entendu parler avant de le voir dans la sélection Babelio, c'est 5 petits indiens de Michel Good, publié aux éditions Seuil. Il faisait partie de la catégorie littérature étrangère et il m'a beaucoup intriguée. C'est un roman historique et ça se passe au Canada dans les années 1960. On y suit donc nos 5 personnages qui sont issus de la communauté native du Canada, les Indiens. C'est une fiction qui est basée sur des faits réels. Nos 5 petits Indiens sont tous passés par un pensionnat catholique, c'était obligatoire à l'époque.
Ils ont tous souffert de maltraitance et on va suivre les façons dont ils ont géré leur traumatisme et reconstruit leur vie. Il y a de très sérieux trigger warnings pour ce roman. On parle de drogue, d'alcool, de maltraitance sur les enfants, d'agression sexuelle, voire de viol, de prostitution et de violence en général. Là encore, le sujet m'intéressait beaucoup, mais je n'ai pas réussi à apprécier ma lecture. Je ne pense pas que ça soit dû à la plume de l'autrice ou à la narration, mais plutôt avec la construction du texte. On a pas mal de sauts dans le temps et on manque des événements pourtant marquants de la vie de ces personnages et souvent des événements plutôt positifs. Donc je n'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages malgré leur destin tragique. On arrive à mon gros pavé du mois de juillet, c'est Contes de fées de Stephen King et publié aux éditions Albin Michel. J'avais entendu des retours très mitigés pour ce roman. Mais c'est le titre qui a gagné le prix Babelio 2023 dans la catégorie imaginaire, donc je me devais de le lire. Je dis ça parce que pour rappel, je suis en train de vous tourner un vlog où je lis tous les lauréats du prix Babelio 2023. On en revient donc à Contes de fées et croyez-moi ou pas, c'était la première fois que je lisais un Stephen King. On va suivre ici le jeune Charlie, 17 ans, qui découvre par hasard un escalier qui s'enfonce sous terre. Cet escalier donne sur un tunnel et ce tunnel donne sur un monde parallèle. Un monde qui ressemble énormément à un monde de contes de fées. On m'avait prévenu que Stephen King a tendance à faire des romans très longs. Et Contes de fées ne déroge pas à la règle. Pour moi, on aurait pu facilement enlever entre 150 et 200 pages. Pour preuve, la découverte de ce monde parallèle, entre guillemets, se déroule à environ la moitié du livre. Et donc tout ce qui s'est passé avant, c'est juste de l'introduction et de la mise en contexte. J'ai aussi lu L'énigme de la Stouga, un roman écrit par Camilla Grébeux et publié aux éditions Calman Levy. Il faisait partie de la sélection pour la catégorie thriller et polar et il m'intriguait depuis un petit moment déjà. Donc c'était l'excuse parfaite pour le lire. Dans ce thriller psychologique qui se passe en Suède, on va suivre notre personnage principal qui est Like et qui est mère de famille. Elle organise une fête avec son mari, des amis de leur famille et leurs 2 enfants, des jumeaux de 17 ans. Les jumeaux ont aussi invité Bonnie, leur meilleure amie, et au petit matin, on découvre le cadavre de Bonnie, morte allongée nue sur le lit d'un des jumeaux. Le souci majeur pour résoudre cette enquête, c'est que la Stouga a été fermée de l'intérieur, donc on ne sait pas comment le tueur a pu s'échapper. C'est un roman à double temporalité et double point de vue. En termes de temporalité, ça se passe à la fois au moment du meurtre de Bonnie et 8 ans plus tard. Et pour les points de vue, on suit donc Like, la mère de famille, mais aussi Manfred, qui est le policier chargé de l'enquête. C'est un thriller qui se dévore tout seul, grâce à la double temporalité et au changement de point de vue. On veut sans cesse savoir ce qui se passe ensuite et on veut découvrir l'identité du meurtrier. J'ai beaucoup aimé cette lecture et je pense que je vais checker très bientôt les autres écrits de cette autrice. J'ai aussi lu le lauréat dans la catégorie jeunesse et c'est Baptiste Beaulieu avec Les gens sont beaux qui est publié aux éditions Les Arènes. C'est un album jeunesse très court qui part de tolérance, de bienveillance et d'acceptation de soi et des autres. J'ai beaucoup aimé parce que ça s'adresse à toutes les tranches d'âge. Évidemment, c'est réservé à un public plutôt jeune, voire tout petit, mais les adultes peuvent aussi apprendre ou réapprendre certaines choses. Baptiste Beaulieu, c'est un médecin, mais aussi un romancier, et on le retrouve également à la radio. Cet homme a un talent fou pour s'exprimer avec peu de mots et beaucoup de bienveillance, et j'ai été très touchée de retrouver ça dans son roman jeunesse. Je suis très vite retournée dans le genre thriller puisque j'ai aussi lu La femme de ménage de Freda McFadden et publié aux éditions City. Et lui aussi faisait partie de la sélection pour la catégorie thriller et polar. Malgré les retours mitigés que j'en ai eus, il était dans ma pile à lire depuis un petit moment. Là aussi, c'est un thriller psychologique et on va suivre Millie qui vient de sortir de prison, on ne sait pas trop pourquoi, et elle trouve un emploi dans une famille assez riche et elle devient leur gouvernante, femme de ménage. Et elle va très rapidement se rendre compte que sa patronne est une personne très toxique. Alors, gros spoiler ou pas, mais la phrase d'accroche sous le titre, c'est « Derrière les portes closes, elle voit tout ». Et alors franchement, ça n'a rien à voir avec ce qui nous est dit. Au contraire, la majorité des événements vont se passer sous ses yeux, et on va ensuite l'accuser de se mêler de ce qui ne la regarde pas. C'est assez bizarre parce que je crois que j'ai beaucoup apprécié ma lecture, et en même temps, il y a encore quelques petites choses qui me dérangent.
Le roman est construit en 3 parties et dans la première, il y a beaucoup de choses qui se passent où c'était assez téléphoné et du coup, ça m'agaçait un petit peu. Je trouvais que c'était même très banal jusqu'à ce que j'arrive au plot twist. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment accroché. On arrive à la dernière double page et donc aux 2 dernières lectures. J'ai lu La petite fille de Bernard Schlink et publié aux éditions Gallimard. Celui-ci, c'est le lauréat pour la catégorie littérature étrangère. Ça se passe en Allemagne de nos jours et on suit Caspar qui vient de découvrir sa femme morte dans son appartement. Ils n'ont jamais eu d'enfant, mais après l'enterrement de Birgit, il découvre que celle-ci a eu un enfant juste avant qu'il ne la fasse s'échapper de Berlin-Est en 1965. Il va donc partir à la recherche de ce bébé qui est désormais devenu un adulte et il va découvrir une belle famille néo-nazie. C'est donc un choc des cultures entre l'ancienne Allemagne de l'Ouest et l'ancienne Allemagne de l'Est, mais aussi et surtout un choc des idées politiques. Comme souvent, j'ai beaucoup aimé la dimension et le contexte historique du roman. Toute la première partie se passe à Berlin et on plonge dans les souvenirs à la fois de Caspar et de Birgit. Ceci dit, je pense pas pouvoir dire que j'ai apprécié ma lecture parce que je me suis pas forcément attachée au personnage. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à accepter les différents choix qui sont faits tout au long de l'histoire. Et pour ce qui est de l'opposition des idées politiques, c'est malheureusement quelque chose qui est toujours d'actualité en Allemagne. Du coup, si c'est un sujet qui vous attire, je pense que La petite fille peut vous plaire. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu sur le mois de juillet, c'est Absolu, le tome 1, Les Mobilisés, de Margot Dessen et publié aux éditions Big Bang. Et celui-ci était dans la catégorie jeune adulte. C'est un roman que j'ai vu passer partout sur Instagram et sur YouTube et il y avait tellement de hype autour de ce premier tome que j'avais un petit peu peur de me lancer. Et les apparences sont vraiment trompeuses parce que pour le coup, j'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur. Imaginez que l'Europe telle qu'on la connaît a été complètement décimée par des expériences scientifiques qui ont mal tourné. Varsovie, la capitale de la Pologne, a été vidée de ses habitants suite à une de ces expériences. Mais chaque année depuis 20 ans, elle ouvre ses portes et la nation des rites, ex-Pologne, envoie 100 jeunes gens démobilisés. Leur mission ? Vaincre la chose, une créature dangereuse qui a été créée par l'homme et qui a donc décimé la Pologne. Les fans de Hunger Games, de Divergente et de dystopie en tout genre vont se régaler. Franchement, courez, c'est génial. Bon, et avec tout ça, voici le rendu final de mon Bojo pour les mois de juin et juillet. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, notamment le prochain vlog. Bye bye!